Toujours YouTube, disons, on teste des OST, mais aussi, c'est étonnant de voir qu'il y a peu de sondages sur les LGBT. Là. Je sais plus, normalement en juin, c'est quand même un petit peu le moment. La hausse des violences, tout ça. Il n'y en a pas. Cette année, personne n'a jugé ça important. On est quand même mi-juin, le moment. Bon, tant pis pour nous. Aujourd'hui, on a d'autres choses. Par exemple, ce qui intéresse les sondeurs en ce moment, c'est plutôt l'efficacité des services publics. Leur inefficacité, évidemment. Regardez. Alors aujourd'hui, on teste un autre truc. Parce que d'habitude, on réagit à ce qui sort dans les médias. Là, on prend de l'avance. Je ne doute pas que ça sortira dans les médias, mais des choses qui sont sorties aujourd'hui ou hier. Donc on est pas mal. Mais c'est sûr que BFM fera un petit encart sur l'efficacité des services publics, non? Qui a commandé ça d'ailleurs? Oui, non. Ok, non, c'est pour ça que ça m'avait intéressé. Qu'est-ce qu'on a là? Déjà un bel échantillon. Zoomé au hasard, bel échantillon. Et surtout, commandé par pas des entreprises. Si, bon, il y a SNN Banque Populaire. Réservé aux agents de la fonction publique. Bref, c'est commandité par des gens qui sont dans le domaine. C'est rare. Ça implique que ça peut être pas mal. Bon, on remarque aussi autre chose. L'IFOP n'a fait aucun effort. Ça aurait pu être intéressant. Mais alors, il y a... Le résumé, c'est un paragraphe de 8 lignes. Sans chiffres, d'ailleurs. Marqué par une attente forte d'amélioration. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est le pire résumé que j'ai jamais vu dans l'IFOP. On n'a pas accès à une infographie de l'enquête. C'est juste une présentation. Alors quelle différence avec ce qu'on a d'habitude, c'est que c'est pas un communiqué de presse, c'est rien du tout. Donc on peut aller se faire foutre sur la méthodologie. Voilà, c'est une pas mal. Donc on saura pas comment ça a été fait. Mais moi je me dis, si l'IFOP a fait très peu d'efforts, c'est peut-être parce que c'est intéressant. Ce sera ma théorie, mon hypothèse. D'une manière générale. Et du coup, on sait pas comment les questions ont été posées. Je peux pas critiquer là-dessus. D'une manière générale, êtes-vous satisfait ou pas satisfait des services publics en France? Bon. J'aurais mis dans quelle mesure êtes-vous satisfait des services publics en France? Ça implique que soit t'es satisfait, soit t'es pas satisfait, sauf qu'il y a 4 modalités. Mais bon. C'est... Il y a autre chose. Pourquoi ces couleurs? C'est-à-dire que plutôt... Enfin, quand ils sont satisfaits, ils sont en gris. Terne. Là où, dans le positif, on met plutôt du vert. Ou du bleu, à la limite. Par contre, plutôt pas satisfait, là, c'est en rouge et tout. Qui donne l'impression que c'est une large majorité. C'est une majorité. 58%. Tel satisfait. 28% des 65 ans et plus. Et les 18-25 ans. 40. Et... Quoi? Total satisfait. 48% des 65 ans et plus. Et les 18-25 ans. Tous les 18-25 ans sont satisfaits? Ou aidés? En fait, le fait de pas avoir les chiffres, c'est un peu gênant. Surtout quand c'est pas très bien écrit. 36% dans les communes rurales. 9% pour les électeurs RN. J'aurais bien aimé avoir tous les chiffres, du coup, pour savoir pourquoi se focus sur les électeurs RN. Est-ce qu'ils sont moins satisfaits ou plus satisfaits? Probablement moins.
Parce que quand je lis un sondage, j'aimerais bien me dire autre chose que probablement, ou faire des hypothèses sur pourquoi ces choix ont été faits. Enfin bon, 64% des électeurs de la majorité présidentielle. Ok. Mais je te fais confiance, hein, IFOP. Juste, j'aurais préféré faire autrement. Et plus précisément concernant les services publics en France, êtes-vous satisfait ou pas satisfait? Oh, il n'y a même plus de... Il n'y a même plus de légende. Ah, il y a vraiment des sujets que l'IFOP aime pas. Hein. Êtes-vous satisfait ou pas satisfait? Sachez que pour l'accueil et la courtoisie, 62% des gens ont répondu quelque chose. Comment je sais si c'est 62% de satisfait ou de pas satisfait? J'imagine que c'est rouge. Donc ma théorie, c'est que ils ont gardé le rouge pour pas satisfait. Et que du coup, ils ont posé la question avec 4 modalités. Ils ont regroupé plutôt pas satisfait et pas du tout satisfait dans une même catégorie. Voilà. Donc, avec ça en tête, ils nous l'ont pas dit, hein, mais... l'accueil et la courtoisie, c'est pas le truc des services publics. Bon, en même temps, attends leur métier. Équité de traitement, sentiment d'être traité comme les autres. 51% des gens sont pas satisfaits. C'est-à-dire, là, c'est la modalité qui va pas. C'est-à-dire qu'ils sont moins bien traités que les autres. C'est qui les autres? Ils ont le sentiment que quelqu'un d'autre est mieux traité qu'eux. Qui? Et qui? D'où ont répondu les gens? Est-ce que les plus défavorisés ont le sentiment d'être moins bien traités? Au contraire, est-ce que c'est eux qui sont les plus sensibles à ces thématiques du service public? Donc ça va? C'est le contact qu'ils ont? Bref, on sait pas. La clarté des informations. Ah bah ça, j'avoue que pour ce sondage, j'aurais pas été satisfait. 46% des gens n'ont pas été satisfaits des services publics pour la clarté de leurs informations. Il n'y a vraiment aucun focus. D'habitude, l'IFOP en fait trop. Hein. Chaque fois, c'est les gens, des petites agglomérations ont répondu ça, machin et tout. Enfin, mais même petites agglomérations, j'aurais bien aimé savoir. Ils sont plus ou moins satisfaits des services publics. Ils y ont moins accès, mais c'est plus important. La fiabilité, l'absence d'erreur. 46% sont pas satisfaits. C'est peut-être mon esprit scientifique qui me pousse à poser la question de d'accord, c'est plutôt intéressant, mais pourquoi? Est-ce qu'ils ont été confrontés? Ça aurait pu être bien comme question. Parce que, bon, on est en France. Ok. En France, alors on dit souvent qu'on aime bien râler. Et plus que le dire, on le fait. C'est-à-dire que c'est culturel. En général, quand on nous pose la question est-ce qu'on est satisfait ou pas, on a des exigences élevées. Ok. Ce qui fait que, la tradition des sondages en France, de ne pas poser la question êtes-vous satisfait ou pas, bon, alors, en tout cas en science, hein, au sondage d'opinion, je comprends. Et normalement, on essaye de contourner la question, c'est-à-dire, est-ce que vous avez déjà été confronté à une erreur des services publics? Voilà. Parce que sinon, oui, culturellement, les gens aiment bien râler. Ça veut dire que les services publics sont défaillants, non? Surtout, à quoi ça sert d'avoir posé la question est-ce qu'ils sont satisfaits ou pas? Sans poser la question pourquoi, en plus. La capacité à résoudre un problème. 42% sont pas satisfaits, ont la capacité à résoudre un problème des services publics. Si grand les services publics, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que, encore une fois, est-ce que dans ces 42% des gens ont été confrontés au fait que les services publics n'aient pas réglé de problème pour eux? On ne saura jamais. Aucune de ces affirmations suivantes concernant la qualité des services publics vous paraît-elle prioritaire, importante mais pas prioritaire ou secondaire? Non mais là, par contre, ça va pas. Là, il manque des trucs. C'est-à-dire
C'est-à-dire que l'intitulé de la question, ils me disent il y a 3 modalités. Prioritaire, importante, mais pas prioritaire ou secondaire. Et avoir une réponse fiable sans erreur, 80%. 80% de quoi? Qu'est-ce que tu veux que je foute de ça? On va dire que c'est le taux de réponse de prioritaire dans une liste à coche dans laquelle il pourrait cocher plusieurs réponses. Je vous ai pas dit non plus, mais vu qu'il y a évidemment 100%. C'était quoi le nombre max de réponses? Sinon j'imagine que si les gens se plaignent, ils ont juste tout coché. Bon, on n'a pas la méthodologie, donc on sait même pas si c'est leur panel qu'ils ont interrogé ou... Je sais pas combien de personnes d'ailleurs. Pourquoi j'ai commencé par ce sondage? Comme ça, on commence par le plus pitoyable et puis voilà. Être traité de manière équitable, 75% des gens ont répondu quelque chose. Je sais pas. On va dire que c'est... Mais... On va dire que c'est 80% des gens ont répondu prioritaire ou importante mais pas prioritaire. Donc n'ont pas répondu secondaire. J'en sais rien. En fait, je peux même pas dire ça. Donc bah 74% des gens pensent ou ne pensent pas pouvoir parler à un humain facilement, j'en sais rien. Je pense que c'est pas important. Parmi les services publics, lesquels devraient être améliorés en priorité selon vous? Ah, là ça marche. Une question fermée, oui ou non. Donc la priorité, c'est la santé. En appliquant... Oui, mais je ne peux pas appliquer ça au truc au-dessus, il y a 3 modalités. Et il n'y en a que 2. Donc le plus important, c'est la santé. L'hôpital, l'accès aux soins. Largement. Puis, la justice. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de parenthèse. C'est quoi la justice? Bon, classique, quand on pose une question, surtout en sondage, on évite d'avoir des modalités qui vont regrouper 2 populations très différentes, opposées surtout. Là, en l'occurrence, c'est une problématique pour la droite et la gauche. Hein. Pour la gauche, la justice doit être plus efficace pour arrêter les fraudes fiscales et tout ça. Pour la droite, les délinquants, faut qu'ils aillent en prison. Donc ça ne sert à rien. Mais bon, on est plus à ça près. La sécurité. Ah. Présence de policiers gendarmes. On ferme pas la parenthèse parce qu'on s'en fout. La sécurité Alors, c'est un exemple. Présence de ces policiers gendarmes. C'est que ça, la sécurité. Faut pas que la santé soit que l'hôpital et les soins. Ouais. Éducation nationale. Donc, Parmi les services publics, lesquels devraient être améliorés en priorité selon vous? Pas les impôts et les finances publiques. Faut pas les améliorer. Pas la priorité. Je sais pas ce que ça veut dire. Enfin, c'est les gens qui ont répondu ça, mais en même temps, pauvres gens, ils ont dû répondre à ce sondage. Parmi les services publics, lesquels devraient être améliorés en priorité selon vous? La même question. Emploi, logement, bof. Environnement et l'énergie, non. Ça aurait été sympa de savoir qui a répondu. Parce qu'on sait que ça a été commandité par des gens du milieu, du service public. Est-ce que les répondants sont aussi des membres du service public? Eh ben, on ne saura jamais. Est-ce qu'ils le disent à la fin? Pardon pour le flashbang. Par l'IFOP, par questionnaire auto-administré en ligne du 30 mars au 7 avril, on a déjà un peu plus d'infos. Sur une semaine, pas mal. Près d'un échantillon de 2550 personnes représentatives de la population française, donc pas les gens des services publics, uniquement. Méthode des quotas. Ouah, on voyage dans le temps. La représentativité de l'échantillon a été assurée par la méthode des quotas, sexe, âge, profession du chef de famille. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu ça.
Le chef de famille. Ça marche plus comme ça. Hein. On ne peut plus assurer la méthode des quotas en fonction de la profession du chef de famille. Ça n'existe plus. Après stratification par région et catégorie d'agglomération. C'est la première fois que quelqu'un se foire sur la méthode des quotas. Mais échantillon de 2550 personnes, donc bon, la limite. Pourquoi pas. Non, on fait sur les professions du ménage, hein, on n'est plus dans les années 80. Parmi les services publics, lesquels devraient être améliorés en priorité? Mais si, bah voilà. Hein? C'est arbitraire. Ils ont fait un focus que je voulais. Hein. Pourquoi c'est arbitraire? La sécurité par âge, la sécurité encore par affiliation, puis l'éducation nationale par catégorie, professionnel, puis la santé par localisation. Est-ce qu'ils l'ont choisi parce que c'était les plus significatifs? Pourquoi agglomération parisienne ou commune rurale? C'est ça la localisation que vous avez fait? Rien ne va. Ces catégories n'existent pas. La sécurité. Bon, les moins de 35 ans, ça les touche moins que les plus de 65 ans, oui. Bon, écoute, des sondages un peu mieux faits qui le montrent bien. La sécurité par affiliation, par contre, pourquoi on oppose la gauche à RN Reconquête? Ça touche moins la gauche que le RN. Oui. Éducation nationale. Catégorie supérieure. Ou catégorie populaire. Ok. Bah ça n'existe pas, hein. Ces catégories n'existent pas. Tout comme on peut pas assurer la méthode des quotas par la profession du chef de famille. Et l'INSEE ne définit plus de chef de famille, donc bah compliqué. On a juste des ménages avec plusieurs personnes qui ont des professions différentes, qui sont dans des catégories différentes. Donc il y a moins d'homogénéité sociale, moins de reproduction sociale, c'est-à-dire que les enfants font moins le travail de leurs parents, et même au sein d'un couple, avec les applications de rencontre et tout, on se rencontre moins sur le lieu de travail, donc les couples font moins le même métier. C'est pour ça qu'on a abandonné la catégorisation par profession du chef de famille. Voilà, ça marche plus. Et aussi, catégorie supérieure et catégorie populaire, ça n'existe pas. Et classe sociale supérieure, là c'est pas ça que tu cherches, c'est des CSP. Ou alors c'est des niveaux de revenus, mais dans ce cas c'est pas des catégories. Bon, je vais arrêter d'essayer d'écouter ce sondage, il fait rien. Il est bête. Quelles devraient être selon vous les 5 priorités de l'action publique pour les prochaines années? Ouais. Alors il devrait pas y avoir de différence significative avec la question qu'est-ce qui devrait être amélioré? Étonnante comme hypothèse. Ah si. Ok. Ils ont illustré ce que j'ai dit la dernière fois. C'était où? C'est quoi les trucs à améliorer? Juste au-dessus. Parmi les services publics lesquels devraient être améliorés en priorité, machin. Puis ils ont posé la question quelles devraient être selon vous les 5 priorités de l'action publique pour les prochaines années? Donc plus seulement des trucs sur le service public. Ils ont introduit le pouvoir d'achat. Et donc il est toujours en deuxième. Il est même pas en premier. C'est étonnant. D'abord la santé et l'accès aux soins. La question a été posée fin mai, début juin. Non, il n'y avait pas de pandémie. L'antavirus, c'est bon. Je sais pas pourquoi c'est la santé et l'accès aux soins en premier. Les sondages d'opinion, c'est toujours rigolo de remonter au fil d'actu. Et la raison pour laquelle les problèmes politiques sont en premier. La santé et l'accès aux soins, je sais pas. Bon, le pouvoir d'achat, il est toujours tout devant. Et la lutte contre la vie chère. C'est un slogan, ce n'est pas une modalité.
Et sécurité, 56%. D'après les chiffres qu'il y a au-dessus, comment ils ont pu arriver à 56%? Parce que juste au-dessus, dans les questions globales de quelle est la priorité de l'action publique, 56%, c'est pile le résultat des vieux. Moi, je pense que ton panel était vieillissant. On retrouvait exactement 56% dans la sécurité sur le même domaine. Étonnant quand même. Belle coïncidence. Éducation nationale, la justice, après on retrouve les trucs dans le même ordre que la question plus globale au-dessus. Goblal. Réduction des dépenses publiques de la dette. Ah, est-ce qu'ils font un focus? Parce que ça, c'est pile un truc du RN. Non. Dommage pour moi. Ça va être le mot d'ordre de ce sondage. Dommage pour moi. Pour vos différentes démarches administratives, diriez-vous que chacun des canaux suivants est aujourd'hui très, plutôt pas, ou pas du tout efficace? Ok. L'accueil... Non, va te faire foutre. Il y a 4 modalités. Pourquoi 68%? Ils savent vraiment pas faire... Enfin... Peut-être l'IFOP quand même. C'est un effort. Bah 66%, je trouve que c'est pas efficace, j'imagine. 68%. J'avoue que le guichet c'est pas très efficace parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Quand même. Les sites internet par contre, ouais. C'est censé suppléer l'accueil physique. Ah, tout est un média. Ok, bah rien n'est efficace en tout cas. Et par contre, c'était 5 questions différentes. Ok. Et c'est toujours très abstrait, hein. C'est dommage. Tu poses la question, est-ce que vous avez déjà eu un problème avec un de ces médias-là? Problème d'accès, problème d'utilisation. Ça pourrait être intéressant. Vos différentes démarches administratives, diriez-vous que chacun des canaux suivants est aujourd'hui très, plutôt pas ou pas du tout efficace? Deuxième question. Service ou guichet unique? Accompagnement associatif. Comme des gens qui trouvent que c'est pas efficace. Pourquoi? Ça m'intéresse. Visioconférence, rendez-vous à distance. Et chatbot. Alors ça... Que le truc que les gens trouvent le moins pas efficace, donc théoriquement le plus efficace, c'est les chatbots. Ça m'étonnerait. Donc vous, quel canot? Ah, pourquoi 16% les chatbots? C'est peut-être l'ordre dans lequel ils l'ont mis. Quand on fait une liste à coche, c'est bien les 5 premières ou pas? Ah non. C'est même pas une liste à coche. Bon bah les gens sont étonnants dans ce monde. Donc vous, quel canot pour vos différentes démarches administratives de service public devait être aujourd'hui développé en priorité? Et pourquoi leur poser la question? L'intérêt du sondage, c'est de voir en quoi les gens trouvent qu'il y a un problème. Puis le présenter au service public et dire les gens trouvent qu'il y a un problème là-dedans. Bon, le service public aurait raison de ne pas croire ce sondage parce qu'il fait n'importe quoi. Mais, en théorie, c'est ça. T'as pas besoin de poser la question aux gens dans quoi faudrait agir. Les gens, ils ont été sondés, ils vont pas agir eux-mêmes. Alors ils auraient pu, ils s'étaient réduits à questionner les membres des services publics, mais là c'est pas le cas. Ils ont pas de pouvoir là-dessus. Enfin, c'est pas que tu t'en fous de savoir sur quoi ils voudraient que t'agisses. C'est que tu sais sur quoi ils voudraient que t'agisses par la question au-dessus. Bon. Quel canot pour vos différentes démarches administratives, machin, les applications mobiles? Ah, ils veulent améliorer le chatbot ou pas? Non, le chatbot a disparu. C'est plus une modalité. Bon, il est mort. Pour les démarches administratives, quel modèle vous semble le plus adapté? Ah mais enfin, il y a des pourcentages et on sait ce qu'ils veulent dire. Donc quoi, ils savent le faire.
L'humain d'abord avec le numérique en complément. Plutôt une majorité, sans surprise. Puis entre le numérique et l'humain, sans pénalité. Le numérique par défaut avec assistance renforcée. Tout numérique par défaut avec assistance minimale si besoin. Bon, comme je disais, l'IFOP aime bien les questions flex. Pour le coup, ça aurait pu être intéressant. Vu la gueule des modalités, il y a quand même très peu de personnes. En théorie, non, même pas, c'est la question de tout le monde. Il y a quand même très peu de personnes qui veulent que on supprime l'humain de quelque part. D'une manière générale, c'est quand même compliqué de défendre ça. Donc sans surprise, la large majorité va plutôt dans le sens de l'humain. Enfin, bon, à la limite, la question pourrait voilà, peut être posée parce que c'est un a priori. Peut-être qu'il y a eu des grands changements dans la société. Pas la plus pertinente non plus, sans doute. Le mieux placé en termes d'éducation, non, en termes d'action, de décision sur différents domaines. L'école. Quoi? Quoi? Donc ils avaient... Alors, le sondage, c'est ils avaient une liste service public et une liste de modalités. Qu'est-ce que tu t'en fous? Pourquoi? C'est une interrogation surprise? Ils ont demandé, l'école, est-ce qu'elle a plus de décisions sur la commune, l'intercommunalité, le département, la région, l'État ou l'Europe? C'est pas ok, enfin c'est pas à eux à qui tu dois poser la question. Là c'est une autorité, donc il y a une réponse objective. Pourquoi tu poserais la question du rayonnement du pouvoir décisionnaire de ces services publics-là? J'arrive pas à savoir à quoi sert l'hypothèse derrière. Même si tu sais qu'il y a une différence entre que les gens perçoivent du pouvoir d'une puissance publique et son pouvoir réel, parce que pour le coup, là, c'est administratif, qu'est-ce que ça fait? En tout cas, sachez que les transports du quotidien, c'est une belle égalité. Un quart, un quart, un quart, et le reste forme un quart aussi. C'est rigolo parce que les transports du quotidien, ça peut être en quart. Allez, salut ce sondage, il servait à rien. Et c'était un beau début. On n'a jamais vu, on a déjà eu des sondages pitoyables comme ça, qui venaient de l'IFOP d'ailleurs. Dommage. J'aimerais dire que c'est en dents de scie, l'IFOP, mais c'est rarement en haut de la dent. Ou plutôt le haut de la dent, c'est un sondage moyen. De temps en temps, ils se pètent la gueule quand même. Ce qui me fait dire que quand ils se pètent pas la gueule, c'est surtout des gens, enfin des sondages qui ont le même commanditaire. Sur le Figaro. L'hypothèse serait que le Figaro qui leur donne leurs questions. On a déjà eu des doutes sur ça. Tableau de bord des personnalités. Ah oui, on va passer du coq à l'âne souvent. Ce qu'on a après. Ah, j'ai pas fait le résumé, parce que du coup là j'ai quand même été chercher des trucs. Il nous reste tableau de bord des personnalités. Puis on parlera, attention, de sexualité. Puis de la merde. Ah oui, parce que Opinionway fait la même chose que l'IFOP, ils ont pas fait d'efforts sur leur dernier sondage. Mais on parlera d'IA un petit peu, puis rupture de couple. Attention. Et le service national des citoyens. Finir. Qui l'a commandé ça? Unicité. Bon, on verra. Déjà, qu'est-ce qu'on a? Oui, service public, ils sont en rouge. Quoi que ça veut dire. Le tableau de bord des personnalités. Alors, on en parle tous les mois, mais c'est sorti il y a quelques heures. Ça, on est les premiers. Je pense que ce sera la même chose qu'à chaque fois. Hein. Pas de surprise, probablement. Le document présente les résultats d'une machin. 1001 personnes.
constitue l'échantillon, sexe, âge, profil. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que je sais pas? Est-ce qu'il se passe quelque chose dont je n'ai pas entendu parler? Pourquoi on retrouve profession du chef de ménage? N'existe pas. Quand je tape profession du chef de ménage, non seulement il n'y a rien de l'INSEE, sachant qu'encore une fois, la méthode des quotas ne peut être faite qu'au regard du recensement fait par l'INSEE. Donc si c'est pas une catégorie qu'ils ont enregistrée, c'est pas une catégorie que tu vas utiliser. Tu peux pas l'inventer. Et en plus, c'est juste des articles sur pourquoi il faut plus dire chef de ménage, parce que c'est plus pertinent. M'étonnerait grandement qu'il y ait une grande révolution qui fasse revenir ce terme-là. Niveau d'éducation n'existe plus non plus. Et qu'est-ce qui se passe, l'IFOP? Moi, je pense qu'ils ont pris au pied de la lettre oser l'IA. Ils utilisent l'IA partout. Que l'IA s'est nourrie d'articles des années 80 qui sont revenus dans le temps sans lire. Parce que non seulement chef de ménage n'existe plus, mais niveau d'éducation, on dit niveau de diplôme parce que l'éducation ne se mesure plus uniquement au regard du diplôme. Or, c'est la seule chose que prend en compte le recensement. Donc on ne peut plus oser dire niveau d'éducation. Et pourtant, il y a encore des tares dans le recensement. Hein. C'est vrai qu'on dit toujours sexe. Alors qu'on demande le genre. Bon. Après ce voyage dans le temps, les interviews ont été réalisées par téléphone. Téléphone. Waouh. Comment ils ont fait? Comment ils ont fait pour avoir 1001 répondants par téléphone du 10 au 12 juin? C'est-à-dire du mercredi au vendredi. Je ne peux pas croire qu'il y ait des jeunes qui aient répondu. Un numéro inconnu comme ça. Ou alors c'est leur panel. Et dans ce cas-là, il y aura toujours les mêmes problèmes. Dans tous les cas, dans une interview par téléphone, c'est encore pire que auto-administré en ligne. Là, t'es sûr que ta population... Alors, elle est peut-être un peu moins précaire, mais elle est beaucoup plus vieillissante. D'autant qu'il y a un débat intéressant. Aparté. Parlons de choses intéressantes. Il y a un débat intéressant qui est que est-ce que on appelle l'âge chronologique, c'est-à-dire j'ai 59 ans, suffit à décider si culturellement on est vieux ou pas. C'est-à-dire que ça nous place dans une cohorte, une génération, donc il y a de grandes chances qu'on ait hérité de beaucoup de choses de cette génération, comme par exemple l'inaccès au numérique, parce que ça n'existait pas. Mais peut-être qu'à 59 ans, les gens ont pris ce truc-là, sont devenus des geeks, et donc n'ont pas forcément... sont pas culturellement seulement héritiers de la culture des populations les plus vieillissantes. En gros, qu'ils n'aient pas toujours les mêmes rêves et qu'ils ne soient pas touchés par ce qui touche d'habitude leur classe d'âge. Si quelqu'un s'est énormément formé au numérique, si quelqu'un de 59 ans travaille dans l'informatique, il y a peu de chances que, contrairement au reste de sa population, il y ait des difficultés d'accès à l'informatique, aux outils du numérique. Et donc, est-ce que l'âge chronologique suffit? Je sais plus pourquoi je disais ça. Pourquoi je disais ça? Oublie. Et c'est un débat intéressant. C'est-à-dire, les classes d'âge qu'on fait, c'est un regroupement. Ah oui, parce que pour dire, quand on fait des questionnaires par téléphone, on va peut-être toucher d'autres classes d'âge que les plus vieux, mais on va toucher que des populations qui ont ce point commun avec les classes d'âge les plus vieillissantes, c'est qu'ils se méfient pas au téléphone. C'est pas des catégories de population. D'un point de vue des quotas, c'est vrai que le minimum sera fait. Et ça va pas représenter toute la population française non plus. C'est du débat de niche.
sociaux de la culture. L'hypothèse, c'est que quand on fait la méthode des quotas, on veut être représentatif de la population française. Dans ce cas-là, il faut qu'on le soit culturellement et pas seulement dans les catégorisations faites par l'INSEE, qui sont super, mais pas suffisantes non plus. Bref. Sondage par téléphone. Donc, intéressant de voir. D'habitude, c'est auto-administré en ligne. Donc aujourd'hui, ça touche un peu tout le monde. Hein. Avant, on disait que les vieux répondaient pas en ligne. Plus vrai. Les vieux, c'est plus de 65 ans, les retraités. Mais c'est plus vrai. Les retraités, justement, je sais plus ce que c'est la carte de l'accès aux outils du numérique. Et c'est plus ou moins total. Et s'il y a des populations qui n'ont pas accès aux outils numériques, il y a des gens qui les aident dans leur famille ou ce genre de trucs, ou des associations aujourd'hui. Tout le monde a une tablette, un ordinateur ou un téléphone, sauf très peu de personnes. En tout cas, s'ils n'ont pas de téléphone avec accès à Internet, ils n'ont probablement pas de téléphone tout court, donc les appeler n'aidera pas à avoir accès à ces populations-là. Donc aujourd'hui, il y a plus de désavantages que d'avantages à le faire par téléphone. L'avantage, c'est que on a des réponses plus vite. Et en théorie, si la personne qui pose la question est formée, bien formée, si elle sait ce qu'elle fait, donc ce ne sera pas le cas là, elle peut aller un peu plus loin que les questions, faire des relances. Mais ce ne sera pas le cas. C'est sûr que non. Par rapport à l'enquête précédente, on voit qu'il y a une comparaison. Quelle était l'enquête précédente? Donc tableau de bord des personnalités. On rappelle, comme chaque mois, pour chacune des personnalités suivantes, avez-vous une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion, ou vous ne la connaissez pas suffisamment. Comme souvent, quand c'est des sondages comme ça, qui reviennent régulièrement, sur le long cours, on n'a pas grand-chose à redire sur les questions. Il faudrait vraiment être incompétent pour garder des questions peu pertinentes sur des sondages que tu refais tous les mois. T'as le temps de te remettre en question. C'est pour ça que la science, la vraie science, quand on fait des sondages en sociologie, on a cette méthode-là. On teste les sondages avant, donc on a le temps de les remettre en question. Ce n'est jamais le cas ici, bien sûr. Alors, pourquoi Michel-Édouard Leclerc arrive en premier? Ah, parce que c'est personnalité tout court, c'est pas les personnalités politiques. C'est pas marqué politique? J'arrête de faire des flashbangs comme ça. Personnalité tout court. Et bah Michel-Édouard Leclerc, bravo à lui. Jean-Louis Borloo. Mais quand je dis que la population est vieillissante, quand tu poses la question par téléphone, fait d'armes de Michel-Édouard Leclerc, avoir des Leclerc, j'imagine. Sa famille, peut-être. Président de Leclerc, oui. Ah, il dit... Ah. Donc déjà, pardon. La présence médiatique de Michel-Édouard Leclerc, donc ce avec quoi les gens auraient pu se faire un avis. BFM. Ok. Europe 1. CNews. Valeurs actuelles. Ça me laisse penser que les gens qui ont répondu à ton sondage se sont surtout informés sur ces médias, plus ou moins, là. Bon, c'est des médias quand même. Donc bon, c'est une certaine catégorie de la population. Hein. Ce qui est vrai d'ailleurs. Quand on fait des sondages par téléphone, aujourd'hui, on se rend compte que c'est surtout des populations qui sont très devant la télé. Donc ça exclut comme beaucoup de gens. La télé, c'est plus si universel. Hein. On rappelle moyenne d'âge 62 ans. Moyenne d'âge des personnes qui regardent la télé, 62 ans. C'est dur. Dominique de Villepin.
Ok. Jean-Louis Borloo, qui j'en ai déjà entendu parler. Borloo, avocat d'affaires, président du Valenciennes Football Club. Bon, surtout homme politique français, mais il a été quoi? Maire de Valenciennes et député européen en 89. Mais il est quoi aujourd'hui? Président de l'Union des démocrates et indépendants, UDI. Bon, il est de droite. Donc Michel-Édouard Leclerc en tant que chef d'entreprise de droite. Voire, vu les plateaux sur lesquels il est invité, je sais pas, j'ai pas entendu de prise de parole de sa part, mais il est au moins de droite. Jean-Louis Borloo de droite. Villepin de droite. Édouard Philippe de droite. Ségolène Royal. Une ancienne gauche. Pourquoi les gens aiment Ségolène Royal? Non pas qu'ils devraient la détester, mais pourquoi elle est aussi haute? Pourquoi les gens en ont une si bonne opinion? C'est qu'elle fait rien. Non. Elle existe. Elle a été ministre. Elle a été députée. Mais elle est invitée nulle part maintenant. Frère du président François Mitterrand, oui. Président de l'association France-Algérie. Ok, c'est pour ça, on t'en parlait. Sébastien Lecornu. Non mais impossible. Pourquoi il est si aimé? Je comprends même pas comment tu peux arriver à ça. Gabriel Attal. Non. Quoi? T'as posé la question. Est-ce que t'en as une excellente, bonne, mauvaise ou très mauvaise opinion? T'es arrivé à avoir Sébastien Lecornu 46%. En hausse depuis le mois dernier. Là, je ne saurais vous l'expliquer. C'est-à-dire qu'en théorie, l'échantillon tu représentes des vieux qui regardent ces news, pour faire clair. Les vieux qui regardent ces news n'aiment pas particulièrement Sébastien Lecornu. Voilà. Peut-être qu'ils détestent Emmanuel Macron, donc ils préfèrent Sébastien Lecornu. Enfin bon, ça m'étonnerait quand même. Ben, je ne peux pas expliquer pourquoi Sébastien Lecornu est à 46%. Ni Gabriel Attal. Oh, si, Gabriel Attal est peut-être monté parce qu'il avait fait un meeting il n'y a pas longtemps. François Hollande reste 8ème. Bruno Retailleau remonte. En fait, je regarde pas. Je suis trop loin de cette population, je pense, pour pouvoir l'expliquer. Parce que je ne sais pas, peut-être que Bruno Retailleau, qui passe quand même de la 24e place à la 9e. Plus 7. Plus 7. Évolution par rapport à l'enquête précédente. De 24 à 9, il n'y a pas 7. Je suis nul en maths. Non, hein. 24 moins 9, ça fait bien 13. 15. 15. Oui, 15. Il a monté. On n'arrive ni à expliquer pourquoi les gens sont au niveau où ils sont, ni pourquoi il y a marqué plus 7 alors qu'il devrait y marquer plus 15. Ou alors ils sont foirés sur la 24e place. Et en même temps, vraiment, je vais pas faire l'effort pour Bruno Retailleau d'aller chercher l'enquête précédente du tableau de bord des personnalités de l'IFOP. C'est quoi? Va te faire foutre. Ah, lui aussi, tiens. Jordan Bardella. Non, bah je comprends pas. Il était 5ème. Il passe 10ème. C'est-à-dire qu'il a perdu 2 places. Ah, c'est des points! Moi qui suis con. C'est des points. Des points de pourcentage. Donc avant, Jordan Bardella était à... Attends, non. Peut-être. C'est-à-dire que Ségolène Royal a gagné 5 points. Qui lui a permis de gagner 5 places. Bon, bref, c'était une... Ok. C'était une coïncidence.
Donc Jordan Bardella a perdu 2 points. Pourtant, il se marie, tout ça, de Sicile. Gérald Darmanin a perdu des points. Marion Maréchal a gagné un peu de points. Non mais qui? Marion Maréchal, 12e personnalité préférée des Français. Bien sûr. Sûr. En fait, les Français aiment bien pas mal de gens. Personne n'est en dessous de 30%. Bon, d'une manière générale en tout cas, les sondages, alors encore plus maintenant. Je ne sais pas ce qui a marqué. Le pourcentage se chevauche. D'une manière générale, les baromètres de personnalité, alors il y a des baromètres de personnalité qui se focus sur certaines catégories de population. Dans ce cas-là, on sait qu'ils sont classés plus ou moins de la même manière. C'est-à-dire que si on pose la question quelle personnalité politique vous préférez, on sait qu'ils seront classés en fonction du regard politique que portent les interrogés sur la personne. Donc ce sera plus ou moins la même échelle. Là non. Là, c'est plein de personnalités différentes qui seront jugées au regard de critères différents. Donc ce genre de baromètre, c'est ni fait ni à faire. Mais encore plus quand on sait que c'est l'IFOP qui le fait par téléphone sur 2 jours. Ça c'est à chier. Sans surprise, on peut rien en tirer. C'est toujours rigolo, hein. Et encore, je me renseigne pas assez sur les médias que personne interrogée. Mais c'est toujours rigolo de voir que normalement, encore là c'est pas trop le cas. Jean-Louis Borloo est passé de 4e à 2e en restant à 49%, donc les gens sont mis à détester plein de gens. Oui, normalement les gens dont on parle dans les médias montent. Est-ce qu'on les connaît mieux, ils ont l'air sympathiques. Ou s'ils soient, qu'ils n'ont pas l'air sympathiques. Dans ce cas, ils montent, enfin ils descendent. En théorie, Bruno Retailleau a beaucoup été exposé récemment. Je ne peux pas faire d'analyse des médias parce que c'est news. La chose dont j'en sais, c'est qu'on n'a pas fait les questions du jour depuis longtemps. Peut-être qu'on les fera à la fin. Du coq à l'âne. Alors attends, on va pas faire ça. On va d'abord parler des dirigeants de la tech. Même si ça nous fait quitter l'IFOP pour y revenir après, ce sera mieux. On garde une thématique. Donc, Opinionway. De toute façon, ça va aller vite. Je vais juste en parler. Opinionway, gros bourgeois. Opinionway, Bernard Arnault. On rappelle. Ça, on ne trompe pas. Opinionway. LVMH. Oui. Le groupe est détenu par le groupe Les Échos Le Parisien. Il y a le groupe LVMH de Bernard Arnault. Opinionway, Bernard Arnault. Opinionway, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, je crois. Probablement. Je sais pas ce qui publie le plus. Et c'est rigolo de voir que c'est quand même des gros bourgeois. Globalement, c'est tous des gros bourgeois. Là, j'aime bien voir leur commanditaire. Carrément une fleur de lys dessus. Des assureurs, c'est ça? Non, c'est des gens de la tech. Les deux, je crois. Mais simplement parce que... Ah oui, j'ai pas fait mon intro. Je vais dire que... Oh là là... Putain, j'ai loupé mathématiques. Oh là là... l'IFOP. L'IFOP. Je l'ai mis 2 fois. L'IFOP avant engager des photographes. C'est une photo. Et maintenant, dans leur publication, de l'IA. Oh là là. À chier, de l'IA. On peut parler des communications sur Drag Race France aussi. C'est de l'IA ou pas? Probablement.
Je viens de me rendre compte d'un truc. Bonjour aux gens du chat. Je n'ai pas... Je n'ai plus les notifs quand il y a des gens dans le chat. Voilà. Merci de me l'avoir fait remarquer. Donc j'en profite. Effectivement, 1001 personnes, c'est peu. En théorie, c'est suffisant si la méthode des quotas est respectée, ce qui n'était pas le cas. Il y a d'autres fascistes que Sud Radio, mais je suis bien d'accord. Et Twitch censure. Bon bref, il y a de l'IA. Faut que je règle ce problème. J'ai pu, en fait, rien ne marche. Reste comme ça. De l'IA et et oui, oser l'IA, on se rappelle. Initiative du gouvernement pour mettre l'IA partout d'ici 2030 dans toutes les entreprises. Toutes les entreprises les grosses entreprises. Et dans les TPE à 50%, les PME 75%, bref, l'IA partout. C'est pas de la sexualité dont il fallait parler au début. J'ai fermé ce dont je voulais parler. J'ai fait. Je voulais parler a disparu. Et en même temps... Donc il y a plein de sondages en ce moment. J'avais celui d'Opinionway que j'ai fermé. Qui parlait de ça. De la réception du public envers l'IA. Et on se rend compte de quelque chose, c'est qu'on en avait parlé il y a 2 semaines, de sondage sur l'IA. Et que quand on pose la question aux gens, en général, c'est pas trop ça. Ils sont pas trop pour. Vous avez posé la question à la tech. Ils avaient fait une différence entre 1000 Français représentatifs et 100 Français de la tech. Donc, ce n'est pas un très bon exemple. Que si 1001 personnes peuvent suffire, 100 personnes ne suffiront jamais. Et en tout cas, il y avait quand même une tendance, c'est que les gens de la tech faisaient pas plus confiance à l'IA. Voilà. Et donc... Et ben, ça se confirme encore aujourd'hui. Ils essayent de trouver une méthodologie qui fera passer l'IA pour quelque chose de bien. Mais c'est pas facile. Et donc, c'est que je me rends compte qu'on parle de l'IA à chaque fois, c'est peut-être pas la peine. Répertoire sexuel hexagonal à l'épreuve du plaisir féminin. Alors là, je ne vais pas aller chercher qui sont les commanditaires sur mon écran de stream. Joy Club. Voilà. Je laisserai les chercher. C'est ce à quoi vous pensez. Joy Club. Donc là, pour le coup, ce qui est rigolo, c'est que déjà, le sexe, c'est pas rigolo. Mais c'est une thématique qu'on ne voit pas souvent dans les sondages et c'est des commanditaires qu'on voit jamais. Or, comme j'ai dit la dernière fois, le commanditaire est important dans les sondages d'opinion de ce genre-là. À quel point? On va voir si ce sondage est vraiment unique. Bienvenue à l'orgasme GAP. Un fossé sexuel qui s'est creusé en 30 ans. Un sexuel féminin en forte hausse. J'aimerais, pardon. Je sais que c'est un sujet un peu particulier. Il n'y a pas de raison de ne pas mettre la méthodologie en premier. On ne saura pas. Et on a vraiment rien sur qui a été interrogé. On sait même pas combien de personnes. Dans ce cas, je peux pas dire grand chose. Étude, c'est marqué un tout petit. Étude IFOP réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du 6 au 9 mars. Mars? Et ça sort que maintenant? 6 au 9. Oh, c'est un week-end! Parfait. On a un échantillon de
2210 personnes représentatives. Ok. Alors, niveau méthodologie, pas de souci. Ah. On aurait préféré une semaine entière. Pour les questions de sexualité, il faut poser les questions un week-end. Semaine, c'est plus compliqué. Répertoire sexuel hexagonal à l'épreuve du plaisir féminin. Le sexuel féminin est en force hausse. 56% des Françaises s'ennuient lors de leurs ébats contre 36% il y a 30 ans. Un ennui qui culmine à 74% chez les femmes cadres. Vous arrive-t-il de vous ennuyer quand vous faites l'amour? Proportion de personnes s'étant déjà ennuyées. Hommes-femmes. Femmes plus que les hommes. Il y a par rapport à... Oui, il y a par rapport à 30 ans. Le plaisir féminin il y a 30 ans, c'était pas ça non plus. Parce qu'aujourd'hui, elles se rendent plus compte qu'elles s'ennuient. Moins l'injonction. Mais c'est une réalité qui existe depuis toujours. Évolution auprès des femmes ayant déjà eu un rapport sexuel. Ah, donc il y a un focus sur les femmes ayant eu un rapport sexuel. Par rapport à 1996, où ce n'était pas un questionnaire auto-administré en ligne pour des raisons évidentes, mais réalisé par téléphone les 13 et 14 juin 1996 auprès de 501 personnes. « 50% des Français et Françaises s'ennuient lorsqu'ils font l'amour. » Merde. L'écriture inclusive, c'est... Il ou elle, du coup. L'orgasme reste un privilège masculin. 67% des hommes atteignent l'orgasme à chaque rapport ou presque. Seulement 40% des femmes. Est-ce que j'ai besoin... Non. De quoi? Même pas spécialement 18+. Sondage. L'information. Contre seulement 40% des femmes. « 53% des Français et Françaises ont des orgasmes à chaque rapport ou presque. » Alors il y a aussi une autre réalité, c'est que quand on pose la question qu'est-ce qu'un rapport sexuel à un homme ou une femme, c'est pas perçu de la même manière. Les hommes ont plus tendance à considérer que c'est pas vraiment un rapport sexuel s'il n'y a pas pénétration, ce qui n'est pas le cas des femmes. Donc la catégorie de pensée est pas la même. On pose pas la même question aux deux genres. Dommage. Donc c'est aussi pour ça que les hommes déclarent plus atteindre l'orgasme, parce que quoi, une pénétration, c'est quand même... Voilà. Un orgasme gap. J'ai vraiment dit GAP tout à l'heure? My bad. Un orgasme gap, criant chez les jeunes. Les moins de 35 ans, 33% des femmes jouissent à chaque rapport, 2 fois moins que les hommes du même âge. Oui, bon. Aussi, alors, oui, évidemment, mais aussi pour les raisons que j'ai dit. Les hommes et les femmes considèrent pas la même chose comme étant un rapport sexuel. Et oui. Ça se diminue normalement, on est d'accord? Bon, en théorie, ça se diminue aussi parce qu'il y a... Maintenant, il y a des femmes lesbiennes qui peuvent déclarer être lesbiennes. Un peu plus équitable. Simulation performance, phallocentrisme, symptôme d'un malaise qui s'installe. Alors, il y a des recherches sur ça. Un sondage ne permettra pas de le montrer, mais c'est une belle illustration malgré tout. Les hommes surestiment... Alors voilà. Ça, c'est un sujet. Les hommes surestiment la durée de leur rapport. Ils évaluent en moyenne leur dernier rapport à 18 minutes. 18 minutes contre 14 minutes 30 selon leur partenaire. Comment ça? Non, non. Moins de 10 minutes, 10 à 19 minutes, plus de 20 minutes. Bon, ça a l'air problématique. En fait, ils ont probablement, enfin, pour des raisons d'anonymisation et que c'était un questionnaire auto-administré, c'est probable que c'est pas ce qu'ils veuillent dire. Ils n'ont pas pu poser la question, alors ça peut se faire, hein, mais on va y venir. Ils n'ont pas pu poser la question aux deux membres d'un même couple en gardant la donnée qu'ils étaient partis du même ménage.
Si c'est anonyme, c'est compliqué. Ou alors c'est vraiment ce qu'ils ont fait, mais dans ce cas-là, un échantillon de 2000 personnes, ça suffira pas. Ça fait 1000 couples. Pour que les couples soient représentatifs des couples français. Oui, mais si tu veux être représentatif de la population française, tout le monde ne sera pas en couple. Et donc, non. Ils évaluent en moyenne leur dernier rapport à 18 minutes. Les femmes évaluent leur dernier rapport à 14 minutes 30. Mais ça en fait pas des partenaires. J'espère que s'ils sont représentatifs de la population française, tout le monde n'était pas hétérosexuel. Donc, moins de 10 minutes, 21%, dont beaucoup chez les femmes et moins chez les hommes. Pour 10 à 19 minutes, 47%, à peu près pareil chez les deux. Plus de 20 minutes. Alors quand on parle de sexualité, évidemment, il y a des catégories de population qui ne sont pas renseignées dans le recensement, à qui il faudrait poser la question différemment. Il y a plein de sexualités différentes, mais c'est un vrai débat. En fait, il y a un paradoxe. C'est-à-dire que si on veut être scientifiquement exact, il faut qu'on soit représentatif, et si on veut être représentatif, il faut qu'on utilise les mêmes catégories que le recensement. Sauf qu'en faisant ça, on peut pas poser de questions sur la sexualité des gens. Et je crois qu'ils ont un truc sur les homosexuels, non? Et je disais ça parce qu'il n'y a que hommes et femmes. Pour le coup, la thématique du genre est quand même importante quand on parle de la thématique de la sexualité. Du sexualité. Un écart de près de 4 minutes. Mais ça veut pas dire que les deux baisent ensemble. Probablement en majorité aussi, mais pas forcément. Il est vrai que le missionnaire domine encore la position la plus pratiquée. Le vrai affiche un taux de réussite orgasmique bien plus fort chez les hommes que chez les femmes. Femme dessus. Je ne connais pas les positions hétérosexuelles. Pardon. Ça a l'air super. Les extras chez les sextoys 2 face d'une révolution sexuelle inachevée. Okay. Alors voilà, ça c'était les gros titres qu'ils en ont fait. Sexe violence s'impose comme une norme sexuelle juvénile. 61% des Françaises de 20 à 29 ans déclarent s'être déjà fait gifler, fesser, griffer, mordre ou tirer les cheveux par un ou une partenaire. Pas seulement les hétérosexuels, donc les trucs au-dessus étaient particuliers. Proportion de personnes ayant déjà tout ça. « 61%. Ah oui, d'accord. Je focus à droite. Parce que sinon, c'est pas tant que ça. Est-ce qu'il y a quelque chose? Ouais, c'est la fin, c'est très bien. Restons en couple, une révolution silencieuse. 43% contre 6% et quelques décennies. Donc la même chose, j'imagine, il y a 30 ans. Flirting, un phénomène générationnel. 1% des Françaises déclarent l'avoir déjà pratiqué. Donc, je disais que, bon. Moi, je pense que tu peux t'en défendre de ça. Mais quand tu parles de sexualité, c'est dommage. Parce que, voilà, comme je disais, le recensement, il pose la question de quel est votre sexe, alors qu'en vrai, les gens vont déclarer leur genre. À la limite, le recensement s'en fout de savoir ce que les gens ont dans le caleçon. Quand tu parles de sexualité, c'est plus dommage. 1% des Français, écriture inclusive. Il suffit d'avoir une vulve. Aujourd'hui, il n'y a plus que
femmes qui en ont. Ah, cette génération. Dommage. 43% chez les femmes homosexuelles. Il y a quand même eu un focus sur les femmes homosexuelles, donc c'est qu'ils ont posé la question. Ça aurait été sympa d'avoir un petit... Voilà. Petit focus sur la sexualité à elles. Et à eux aussi, on n'oublie pas les messieurs. Bon, pourquoi je voulais parler de ça? Parce que je suis sympa d'avoir un petit sujet un peu différent. Pas de... Enfin, je sais que c'est politique. Certaines catégories de population, et donc moi je peux le dire. Et ah, je sais pourquoi j'ai pris une aussi. Et aussi, parce que quand on pose la question de la sexualité aux gens, il y a un précédent. Parlons un petit peu d'anthropologie. Un petit peu, j'ai dit. Il est pas. Margaret Mead, c'est qui? Margaret Mead, c'est... Je change sur Wikipédia anglais. C'est la personne qui a écrit, un anthropologue de talent, controversé de son époque, qui a écrit Adolescence à Samoa, Coming of Age in Samoa, qui a une image cursed. Adolescence à Samoa, c'était un ouvrage, un petit point fun fact. Margaret Mead, grande anthropologue, mais elle a été, en Australie, raciste. De toute façon, psychologie et études des sociétés primitives, il n'y a plus ça. Elle qui était raciste, elle est plus raciste que moi. Américaine Samoa, je sais pas où c'est. Étant autogouverné aux États-Unis, dans l'océan Pacifique, en Polynésie, voilà. Donc, elle est en Polynésie en 1920, dans les années 20. Et là-bas, il y avait des tribus. Alors, Margaret Mead, figure féministe aussi de son époque, elle y allait pour montrer que le genre construit dans nos sociétés à nous n'est pas universel. À l'époque, il y avait des sociétés qui s'étaient construites, qui s'étaient développées en marge du capitalisme et de nos sociétés à nous. C'est vraiment le cas aujourd'hui. Tout le monde est influencé, ne serait-ce que par notre pollution. Mais à l'époque, il y avait des sociétés encore un peu enclavées. Il y avait des contacts moindres. Et donc, tradition anthropologique anglaise, elle est américaine, mais c'est une tradition anglaise. On va voir là-bas, pour voir comment c'est organisé. Anthropologie. Elle y va. Et elle se rend compte que les adolescentes là-bas ont une sexualité complètement exacerbée. Elles baissent partout, tout le monde. Elles embrassent les garçons dans la bouche tout le temps. Entre filles, elles s'embrassent aussi. Enfin bref, truc de fou. Elle revient. J'ai découvert un truc de fou. Nous, on est prudes dans nos sociétés, ce qui n'est pas le cas partout. Alors, le problème, c'est que l'anthropologie dans les années 20, la méthode était ce qu'elle était. Chacun y allait de son... Il s'avère qu'elle, en y allant, elle a observé ça, mais c'était pas une réalité dans le terrain. C'est-à-dire que, comme nous, en vrai, quand on pose les questions, c'est là qu'est le lien, quand on pose les questions sur la sexualité, sur des sujets comme ça performatifs, où c'est mieux vu de bien réussir et d'en faire beaucoup, c'est même drôle de déclarer en faire beaucoup, et ben quand on pose la question aux gens, ils vont déclarer en faire beaucoup. Parce que c'est mieux vu, c'est rigolo. Et Margaret Mead s'est fait avoir. Voilà. Puis ses travaux ont été réinterprétés, elle-même l'a réinterprété, et c'est devenu un objet d'étude. Cette étude-là, un cas d'école. Le fait que ça a été décrié lui a aussi permis
d'être entendue, parce qu'en tant que femme anthropologue à l'époque, c'était pas trop ça. Alors qu'aujourd'hui, les femmes anthropologues, bien sûr, c'est beaucoup plus simple, hein. Pas du tout. C'est toujours compliqué. Mais, euh, mais à l'époque, elle lui a permis malgré tout d'être entendue. Et elle a eu un regard réflexif plus tard sur ce truc-là, parce que je sais plus. Elle avait 27 ans, du coup, en 28 quand elle a sorti Adolescence à Samoa, donc début de carrière d'une anthropologue. Mais à l'époque, tous les anthropologues masculins, du coup, donc tous les anthropologues, ont sauté sur l'occasion pour dire voilà, une femme n'est pas faite pour. Et plus tard, elle a réussi à montrer que si, une femme peut être pour. Par contre, quand les jeunes ont fait des erreurs, ça c'est vrai pour tous les gens. Une belle histoire, Marguerite. Mais c'est le cas d'école de dire que quand on pose la question de la sexualité à des gens, par exemple, mais on pose la question des revenus aussi, sans demander les fiches de paye, on demande combien vous gagnez ou combien vous baisez. Et ben, les catégories de population sont assez divisées entre celles qui vont surdéclarer, qui seront une majorité, et des personnes qui vont sous-déclarer. Dans tous les cas, on n'aura pas les bons résultats si on ne pose pas la question de la bonne manière. Donc suite à Adolescence à Samoa, il y a eu plein de cas, plein d'études dessus. Et la conclusion n'a pas été d'abandonner les études sur la sexualité, mais de le faire de la bonne manière, avec une étude compréhensive. Changer le regard que les gens ont sur l'anthropologue de terrain, et essayer d'avoir un discours un peu plus proche de la personne qu'on interroge. Ce qui est certain, c'est que ça n'a pas été le cas dans ce sondage de l'IFOP. En tout cas, je ne lui fais pas confiance. Donc, comme Margaret Mead dans les années 20, nul doute que ce sondage a eu des surdéclarations, en particulier chez les hommes, qui sont le plus touchés par ça. Ils ont surdéclaré. Et c'est l'explication en images et en explication scientifique sourcée de pourquoi il y a une si grande différence entre le temps de l'ébat sexuel entre les hommes et les femmes, en tout cas déclaré. Une différence de 4 minutes. 18 minutes chez les hommes, 14, 30 chez les femmes. Ce n'est pas parce que les hommes baisent uniquement avec des femmes, mais parce que c'est mieux vu pour les hommes de beaucoup baiser que pour les femmes. Donc les femmes auront peut-être tendance à un peu sous-déclarer. Encore aujourd'hui, plus tant que ça. Par contre, les hommes ont toujours tendance à surdéclarer. Voilà. Mais c'était une petite parenthèse sympa. Est-ce que c'est le dernier truc? Je vais pas faire ça. Je garde pour la prochaine fois. Opinionway, comme ça on finit sur les ruptures de couple. Parce que qu'est-ce qui vient après le sexe? La rupture. Non, c'est pas ça, c'est que on vient de voir un truc commandité. Ah, enfin non. Commandité par des... Je sais pas comment on appelle ça. Une entreprise de sextoy. Pour l'IFOP. Et donc le parallèle est tout trouvé. Opinionway, commandité par les associations familiales catholiques, Confédération nationale. Que dit l'autre spectre de la sexualité? Nul doute que aussi baise en missionnaire. Les Français, les ruptures de couple. Rapport d'études, mai 2026. Pardon, j'ai essayé de trouver les trucs récents. Sorti fin mai. Oh, mais c'est sorti récemment en plus. Pas si vieux. Photo de Abdoddin, magnétique.com. La méthodologie. Il n'y a plus de musique. Vous entendez de musique? Est-ce que la musique est dans ma tête? Échantillon de 1013 personnes âgées de 30 à 49 ans ayant vécu une rupture de couple.
cours des 10 dernières années. Un échantillon. 3150 personnes représentatives de la population française. Je vais juste faire un test. Si je fais ça. Je viens de comprendre un truc. Pardon. Allô? La musique doit tellement être trop forte pour vous. Je l'ai baissée par rapport à la dernière fois. En fait, j'ai une Go... vous en foutez. J'ai une Go XLR. Sauf que c'est pas le bon truc que je mets. Faut que je fasse ça. Firefox, oui. Je fais ça à la fin, ça vous fait chier? Propriété. C'est pas le bon canal audio. En fait, moi, dans ma Go XLR, la musique est tout en bas. Mais attends, faut que je baisse plus pour vous. Vous en foutez, mais... La musique doit être là, non? C'est peut-être mieux. Peut-être là. À la limite. Pardon. Sur ma Go XLR, la musique est tout en bas. En fait, pour vous, pas du tout. Donc c'est super cool. Du coup, quand je faisais des transitions de fou, ça marchait juste pas. Je peux faire ça. Ça, je baisse pour nous deux. Je laisse au milieu. Je suis comme vous. Je fais ça. Mais bon, je fais ça quand la musique est terminée. Bref. On en est où? Échantillon de 1013 personnes, âgées de 30 à 49 ans, ayant déjà vécu une rupture de couple. Au cours des 10 dernières années. Vous savez quoi, je vous mets quand même la musique plus forte pour vous. Voilà. Échantillon 2013, personnes âgées de 30 à 49 ans ayant déjà vécu une rupture de couple au cours des 10 dernières années, issue d'un échantillon de 3150 personnes représentatives de la population française, âgées de 30 à 49 ans. Quoi? L'échantillon a été constitué selon la méthode des quotas. Mais non, arrête. Arrête, Opinionway. C'est pas vrai. C'est pas vrai ce que tu dis. Ça n'a pas de sens là. L'échantillon a été constitué selon la méthode des quotas au regard des caractéristiques de sexe, d'âge. Mais non, pas d'âge. Tu as exclu des catégories de population parce que tu as fait un focus, pardon, j'ai pas mis l'écran. Tu as fait un focus sur 30 à 49 ans. C'est pas grave. Arrête, Opinionway, exactement. C'est pas grave, c'est juste que c'est pas représentatif de toutes les catégories d'âge, précisément parce que tu as fait un focus sur une catégorie d'âge. C'est très bien. C'est ce qu'il faut faire. Et sois-en fier. Montre-le. Ça n'est pas représentatif de la catégorie de la population française en fonction de l'âge. Parce que la population française n'est pas âgée de 30 à 49 ans. Pas encore. Alors, il n'y a pas un monde où elle peut être âgée uniquement de 30 à 49 ans, ce serait étonnant. L'échantillon a été interrogé par questionnaire auto-administré en ligne. Ils font genre système Kawi, c'est bon, tout le monde le fait. L'interview a été réalisée du 13 au 20 mai. Attention, semaine. Combien de week-end? 13 au 20. Oh, une belle semaine. Du lundi au lundi. Pour les remercier de leur participation. Ah merde, c'est un panel. Remercier de leur participation, les panélistes ont touché des incentives et dons à l'association proposée de leur choix. Quelle arnaque de merde. Si une entreprise vous demande de répondre à un sondage, ne soyez pas payé en leur permettant de faire un don défiscalisé à l'association de votre choix. De la merde. Eux qui gagnent de l'argent. Des incentives, c'est des accords avec d'autres entreprises qu'ils ont, super. Tout ça pour Bernard Arnault en plus, il a pas assez d'argent, non? Il déteste les riches ici. Machin, toute publication totale ou partielle doit impérativement utiliser la mention complète suivante. Sondage Opinionway pour la CNAFC. La
Confédération nationale. C'est quoi? Confédération nationale. NAFK. Ils peuvent pas s'appeler comme ça, sinon ça fait Confédération nationale des associations familiales catholiques. Si, ça marche. Il y a beaucoup d'associations familiales catholiques. C'est une confédération nationale. Mais ça va la musique. Ah oui, c'est ça. Je fais ça. Nouveau pour moi. Le profil des répondants. Donc ça c'est la preuve qu'ils ont bien fait les quotas. Sauf qu'on s'en fout. Parce que ils ont pas tout l'âge. Donc, super. Et le reste a l'air représentatif. Bravo à eux. J'ai l'impression qu'il y a peu de gens du sud-ouest. Non? Profil 2, la relation de couple avant la rupture. Expérience d'une rupture de couple vécue au cours des 10 dernières années. Au cours des 10 dernières années, avez-vous vécu une rupture de couple définitive ou temporaire? Donc c'est une question éliminatoire, on est d'accord. Parce que dans leur échantillon, ils ont sélectionné que les gens qui ont eu une rupture au cours des 10 dernières années. Expérience d'une rupture de couple, machin, donc... Oui, ils ont un focus uniquement sur... Oui, non, oui, okay. La modalité éliminatoire n'a pas été retenue. C'est bien, c'est ce qu'on fait. Donc oui, vous avez vécu une relation longue, plus d'1 an, qui s'est arrêtée. Oui, plusieurs réponses possibles. Oui, j'ai divorcé. Oui, j'ai rompu un pacte. Oui, j'ai pris le chèque. La vieille rêve. Au cours des 10 dernières années, avez-vous vécu une rupture de couple? Ça, c'est drôle. Plus chez les hommes que chez les femmes. Non, l'homosexualité ne suffit pas à expliquer la différence entre les deux. Il y a des femmes homosexuelles et des hommes homosexuels qui se séparent. D'ailleurs, il y a plus de séparation chez les femmes homosexuelles. Ah, bravo les lesbiennes sur ce coup-là. Oui, c'est pas grave de divorcer. Oui, c'est peut-être aussi que, voilà, encore une fois, en fonction du genre, on n'a pas la même vision du couple. Ah, bravo les lesbiennes. On n'a pas la même vision du couple. Et donc, un homme aura tendance à avoir l'impression que le couple a démarré plus tôt. Parce qu'il a reçu des signes d'affection. Et ça, c'est bizarre pour un homme. Total oui, ou un contrat. Mais alors, attends, c'est quoi un contrat? Je ne connais pas en contrat d'engagement. On peut faire un mariage sans contrat de mariage. Ah, peut-être pas, parce que c'est la Confédération nationale des associations familiales catholiques. Donc pour elle, un mariage, c'est un contrat, c'est ça? Parce que juridiquement, il n'y en a pas forcément. Qu'ils ont divorcé ou rompu un pacte. Les hommes divorcent moins mais rompent plus de pactes. Et les femmes divorcent plus. Est-ce qu'il y a un focus sur les couples homosexuels ou c'est des associations familiales catholiques? Donc je me pose la question. Est-ce que l'homosexuel... Ah oui! Oui! Alors c'est rare quand même. Quand il y a des... C'est pas ma faute, c'est dans les chiffres. Dans le commanditaire, c'est des associations religieuses. Souvent, ils oublient cette thématique. Le mariage, c'est un homme, une femme. Pas tant, en fait. Plus d'1 an qui s'est arrêté. Oui, non. Quoi? Je comprends pas ce résultat.
Au cours des 10 dernières années, avez-vous vécu une rupture de couple? Et on est d'accord que a eu des enfants? Oui, non. C'est éliminatoire. Si tu as eu des enfants, tu ne peux pas ne pas en avoir eu. Pourquoi les deux ont plus de 100%? Il y a des gens qui ont répondu les deux. Oui, mais ils n'étaient pas désirés. Ce n'était pas ce critère. Après, de la relation. Quand la relation s'est arrêtée, c'est souvent qu'elle était courte, sans surprise. Et quand elle était longue, il y a eu un contrat. Et ils ont divorcé. Bon, peu importe. Tu peux divorcer sans avoir fait de... Ah, mais... un contrat d'adulte. Durée de relation au moment de la rupture. Les relations les plus jeunes ont eu des ruptures. Oui, bon, rien d'étonnant. Alors, c'était quoi le truc hétérosexuel? Les homosexuels sont pas si différents finalement. Oh, les couples homosexuels sont plus durables quand même. Hein. Parce qu'ils impliquent pas la même chose. Il y a très peu de divorces. Parce qu'un mariage, c'est compliqué à revendiquer. Quelle a été la durée de votre relation au moment de la rupture? Ils ont déjà posé cette question. La dernière relation qui s'est arrêtée a vu des enfants en commun. Donc ils font pas de différence entre adoptés ou pas. Oui. Un. Oui, plusieurs. Non, vous avez eu des projets d'enfants mais ils ne sont pas concrétisés. Ou non. Jusqu'à tout va bien. Pour d'enfants en commun lors de ces dernières relations. J'ai mis la flemme de ce tableau. L'état avant la rupture. Ah, voilà. La relation dans les mois précédant la rupture. Les mois précédant la rupture, votre relation était principalement... Mais... C'était quoi? C'était quoi l'hypothèse? Alors, c'est pas que tu te doutes bien, c'est que tu sais que les gens vont pas répondre que la situation était épanouie avant la rupture. Bon, il y a quand même 7% des gens qui ont dit que oui. En même temps, c'est peut-être ceux qui n'étaient pas à l'origine du divorce. Donc sans surprise, les gens ont divorcé parce que leur relation était marquée par des conflits fréquents ou un déséquilibre, une fragilité, un éloignement ou une absence. Et les 13% positifs, c'est les gens qui étaient deg de se divorcer, j'imagine. Il n'y a pas l'accord entre les deux. Est-ce que c'était à l'amiable ou pas? L'absence touche plus les femmes que les hommes comme motif de rupture. Pas tant. En fait, c'est dommage parce que ça aurait pu être intéressant. Je sais pas pourquoi. Tout le monde est édulcoré. Normalement, il y a des... Ah, si quand même. Marqué par des conflits fréquents, a plus été déclaré par les femmes que par les hommes. C'est vrai. De manière genrée, un homme est plus facilement violent au regard d'une femme. Une femme considère un homme comme étant plus facilement violent. On n'est pas habitué au même niveau d'expression. Ni aux mêmes modalités d'expression. Donc les femmes ont le sentiment qu'il y avait plus de conflits. Bon, ce qui est vrai aussi, c'est que les femmes déclarent plus qu'il y avait des déséquilibres ou des conflits dans le couple, parce que c'est souvent elles qui sont à l'origine du divorce. Mais ça, ils le disent pas, donc je spoil, parce que j'imagine qu'il n'y a pas de question dessus. Plus précisément, diriez-vous que chacun des éléments suivants était satisfaisant ou non dans les mois précédant la rupture? C'est trop drôle d'avoir fait vraiment cette question
Très satisfaisant, plutôt pas satisfaisant, pas du tout satisfaisant pour un truc si personnel. Normalement, t'évalues les puissances publiques avec ça, pas niveau de ton couple. Encore une fois, parce que on ne pose pas des questions que les gens se sont jamais posées. Et normalement, tu ne qualifies pas ton couple de plus ou moins satisfaisant. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est bizarre. Ah, c'était bien, mais pas au même niveau. La répartition des tâches ménagères, satisfaisant ou pas? Ah, j'imagine que si on focus en fonction du genre, la répartition des tâches ménagères, les femmes sont pas contentes. Sans surprise. C'est toujours beaucoup les femmes qui font les tâches ménagères. On avait parlé du travail au dernier stream. Travail ménager. Travail déclaré. L'éducation des enfants, pareil. Alors, ouais. Souvent, d'ailleurs, on met dans le même panier. Hein. L'éducation des enfants, c'est une tâche ménagère, mais bon. Bien de faire la différence. Notre vie sexuelle, les femmes sont moins épanouies. Le lien de fou avec le sondage juste avant. Et oui, elles jouissent moins. Voilà. Votre vie de famille, moins épanouie. Temps réservé au couple, moins épanoui. Ah, les femmes sont pas satisfaites dans leur couple. Hein. C'est une réalité. L'attention et l'affection l'un vers l'autre, pas épanouie. La communication, pas épanouie. Ça c'est drôle. Que l'homme soit toujours plus satisfait que la femme. Ah voilà, une belle... Je pense que c'était pas le but du sondage, mais c'est une belle illustration des combats féministes qui restent portés. Je pense que la catégorie d'agglomération joue moins sur la satisfaction du couple. Ah, peut-être CSP+, est-ce que l'équilibre entre vie professionnelle... Non, même pas. Et oui, les CSP+, ne travaillent pas plus que les autres. Une illustration aussi. Divorce, pacte... Oui, bon, après... Insatisfaction à l'égard de différentes situations dans les mois précédant la rupture. Musique dramatique. Rupture, divorce, piano. Le recours à l'entourage dans les moments difficiles. Ah, étonnant de poser cette question, mais c'est intéressant. Lorsque vous avez rencontré des difficultés au sein de votre couple, en avez-vous discuté avec les personnes suivantes? On va pas. Ah, Mifa, tiens, salut. En premier et ensuite. Ou une personne en premier total. Ah oui, non, d'accord. J'allais me foutre de la gueule du sondage, mais il est plus inclusif que moi. J'allais dire la catégorie à vos proches, oui. C'est la première catégorie à qui t'en parles, mais pas forcément, c'est vrai. On parlait à un professionnel de santé, tes collègues. Ah, tes collègues, faut être proche de tes collègues quand même. Au personnel judiciaire ou à la police. Et ces modalités, je pense que c'est celles les mieux faites que j'ai vues depuis un petit moment. Voilà. Quand je me plains des modalités, parce que j'en suis rarement satisfait, parce que là, tu sens qu'ils ont posé la question à la population interrogée avant, puis qu'ils ont créé leurs modalités. Ce qui leur a permis de penser aux femmes battues, par exemple. Quand il y a un problème dans le couple, ils vont en parler au personnel judiciaire ou à la police. À des professionnels de la famille, conseillers conjugal ou services sociaux. Ou 28% n'avaient jamais parlé à personne. Est-ce qu'il faut un focus en fonction du genre après? Oui. Juste pour voir, vous en avez parlé à personne. Les hommes en parlent moins que les femmes. Ouais. Est-ce que, éducation genrée, les hommes expriment moins leurs sentiments, mais aussi, est-ce que quand on parle
quand même ce pourcentage-là de personnes battues dans les couples, c'est plus souvent les femmes que les hommes. C'est vrai que pour éviter de mourir, il vaut mieux en parler. On est un peu obligé. À vos proches. Vos amis, vos parents. Autres membres de votre famille hors parents. Un professionnel de santé. Psychiatre ou psychologue. Médecin. Professionnel de santé. Votre médecin, c'est chaud. Mais des fois, t'es obligé. Ah, je suis tombé dans les escaliers pour... 10e fois. Les médecins sont pas assez formés sur ce côté-là d'ailleurs. On va retrouver le sondage, mais... Il y avait d'autres sondages qui étaient bien faits sur les femmes battues, justement. À quel point elles sont prises au sérieux ou pas. Combien de démarches elles ont dû faire avant d'être prises au sérieux. Et bon, j'imagine qu'il y en a qui sont là, forcés à en parler à leur médecin en premier ou à la police. Des professionnels de la famille. Mais bon, en tout cas, en large majorité, la première personne à qui on parle des difficultés de couple, c'est les amis. Sujet croustillant d'ailleurs. Donc c'est pas trop grave. Cause de la rupture et le rôle de l'entourage. Voilà, non je vais pas aller au bout hein. Reste quoi les causes de l'entourage, machin. Le bilan de la rupture. Possibilité d'avoir évité une rupture. Que disent les hommes et les femmes? Les femmes pensent qu'ils auraient pu éviter une rupture si les hommes faisaient plus d'efforts, j'imagine. Oui. On peut se rupture, c'est normal, parce que si c'est les femmes qui ont le sentiment d'être moins satisfaites, peut-être que c'est à cause de l'autre partie. Parmi des éléments suivants, lesquels auraient pu empêcher la rupture selon vous? Mieux communiquer. Spit the facts. Qu'est-ce qui peut éviter la rupture? Mieux communiquer. C'est tout. Ça peut éviter de se mettre en couple. Apprendre à connaître l'autre. Êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec chacune des affirmations? C'est très complet comme... En fait, c'est étonnant. Je m'attendais à ce que un sondage... Bon, honnêtement, le commanditaire est drôle. Enfin, les associations familiales catholiques, voilà. Je doute que les questions vont porter sur certains trucs. La sacralité du mariage. Mais... c'est étonnant pour un sujet aussi personnel d'avoir autant de questions. Parce qu'en général, quand on pose la question à un public, et je laisse défiler parce qu'il reste un milliard de trucs, et moi je vais m'arrêter là pour les sondages. Je fais un peu d'oblivion après. Pour des questions comme ça de couple, c'est... Pour un sondage d'une manière générale, c'est étonnant d'avoir autant de questions, parce que là on est quand même à 64e page sur 74. En général, on pose pas autant de questions, en tout cas on n'en analyse pas autant. Et pourtant c'est très complet sur un sujet personnel où justement, quand c'est personnel, les gens aiment pas trop en parler. C'est rigolo. Je suis d'accord que c'était auto-administré en ligne parce que je me dis les gens répondraient jamais par téléphone à ce genre de truc. Encore le divorce plus que les jeux sexuels du sondage d'avant. Oh. Gay. Profil de l'ancien partenaire. Avant cette rupture, vous étiez en couple avec une personne du même sexe ou de sexe différent. Profil de l'ancien partenaire. Ah oui, mais c'est con, c'est pas proportionnel. Plus de résultats sur les gays. Je sais pas. C'est juste que dans leur échantillon, il y avait 18% de gays. Guyane. Bon, c'était super. Bon, sans surprise, sans offense non plus, hein, l'AFC, pas tant de questions sur les couples homosexuels.
Ça peut être sympa. Quand on fait des... Enfin, c'est quand même con. Quand on fait des différences genrées comme ça, littéralement, il y a des couples où les deux personnes qui le forment... Alors déjà, il y a des couples où il y a plus de deux personnes, mais ça, voilà. Sinon, il y a des couples ou des mariages où les deux personnes qui le forment viennent... ont eu la même éducation genrée. Il y a même des couples où une des deux personnes a eu une éducation genrée différente du genre exprimé aujourd'hui. Quand on parle du couple, c'est quand même... C'est une grosse confrontation entre deux éducations genrées. En grandissant, on ne peut pas se dire qu'on a grandi ni dans un cadre masculin, ni dans un cadre féminin. C'est assez total quand même, encore aujourd'hui. Donc bon, je suis biaisé aussi, forcément. Forcément, on veut plus de gays. Partout. Parlant de gays, moi j'y vais. Au revoir YouTube. Attends, je peux mettre sur quoi là? N'hésitez pas à dire en commentaire si vous êtes gay. Non, faut...